Bonjour Katia. Bonjour Pascal. Alors je te remercie d'avoir accepté cet entretien parce que je sais que tu es quand même assez occupé et on parlera effectivement de l'association dont tu t'occupes. Mais pour faire un petit topo au préalable, je rappelle simplement que tu es né en 1948 à Paris. Et pour Mhm. aller directement au fond des choses et pour éviter de s'y appesantir trop longtemps, je dirais que tu as une maman qui finalement ne voulait pas de fille et un papa volage qui lui ne voulait pas d'enfant. Et donc, à ta naissance, il n'y a pas véritablement eu de prénom choisi. Et du coup, tu t'es appelé Muriel. Alors, tu es né dans une famille, je dirais, catholique bien pensante, dans la mesure où, malgré le fait que tu n'étais pas la bienvenue, l'abandon d'un enfant n'était quelque chose de pas possible, et que l'avortement lui-même était absolument impensable. Ce qui fait que tu étais confié très rapidement à tes grands-parents paternels, que Oui, tu j'avais appelles 3 mois. dans tu avais 3 mois, que tu appelles dans ton livre, on y reviendra, Péli et maman, et c'est eux finalement qui t'appelleront Katia. Et donc on s'entretiendra effectivement avec ce prénom-là. Et alors tu expliques en fait très bien dans ton livre que ces grands-parents paternels, finalement, ce sont les premiers véritablement à avoir eu de l'affection pour toi et t'avoir protégé durant 8 ans et demi. Et donc, j'aurais souhaité évidemment savoir qu'est-ce qui s'est passé après ces 8 ans et demi pour que finalement ta vie bascule. Oui. Alors, l'expérience que j'ai aujourd'hui m'amène à te préciser une chose, Pascal, c'est que j'en étais un peu consciente, mais je n'avais pas découvert à 100%. Pourquoi je suis là en face de toi aujourd'hui et pourquoi je me suis reconstruite? Eh ben, c'est grâce à ces 8 ans et demi d'amour. Si je les avais pas eus au démarrage de ma vie, tu vois, j'aurais pas pu m'en sortir. En fait, cet amour-là m'a rendue forte. Je l'ai découvert au hasard de multiples interviews, tu vois, sur des plateaux ou autres, ou même dans mon émission. Et là, on m'a fait découvrir que c'est ça en fait, ce sont mes fondations. Hmm. Et si tu veux, on ne peut pas retirer les fondations solides de l'être humain lorsque ça arrive tout bébé. Donc, bah, si j'avais pas eu mes grands-parents paternels, je serais pas là en train de te parler. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est que normalement, j'aurais jamais dû être prise par mes parents et vivre avec eux. J'aurais dû continuer ma vie à Saint-Ouen avec l'amour que j'avais. J'étais brillante en études, mes grands-parents n'avaient pas de soucis avec moi, donc c'était le bonheur parfait. Et je ne sais pas si je te l'avais dit, mais celle que j'appelle maman, hein, que je t'appellerai toujours maman, Ouais. on m'avait dit qu'elle avait toujours voulu avoir un deuxième enfant, qu'elle avait eu un fils. Tu vois, c'était juste après-guerre. Elle avait eu un fils, mais que son rêve, à elle, ça aurait été d'avoir une fille. Donc, en fait, j'étais la fille qu'elle avait jamais eue. Donc, le bonheur, il était là. Oui, mais voilà, mon grand-père avait fait les deux guerres. Il avait fait 14-18, il avait fait 39-40 et il avait été gazé en 14-18. Si bien qu'en 39-40, il a commencé à être très malade alors qu'il a été de nouveau soldat, toi, de nouveau engagé. Et là, il n'a pas fini la guerre, il a réussi à s'échapper et à aller chez des cousins où il est resté tranquille pendant 6 mois, quoi, avant que la France soit libérée. Donc, après cette période-là, il a repris son travail, ils nous m'ont donc élevé, mais lui est tombé gravement malade puisqu'il avait un cancer du poumon, pardon. Hmm. Poumon. Et ce cancer du poumon, à l'époque, déjà que maintenant c'est compliqué hein, pour le soigner. Imagine-toi, Ouais. à l'époque, on était en 57-58, il n'y avait aucun traitement. Donc, à part le radium, à part des charlatans, hein, ben, mon pauvre grand-père a vu, si tu veux, son destin basculer. Et un de ces charlatans, parce qu'il faut les appeler comme ça, a dit à mon père, donc mon père biologique, lui a dit si il vivait, alors quand je vais te dire à la campagne, le Raincy, c'est vrai que c'est pas vraiment la campagne aujourd'hui, mais à l'époque, le Raincy, c'était la campagne. Il y avait des œufs, il y avait des poules, il y avait des marchés, tu vois, comme on peut en voir en grande province. Donc, mon père a décidé d'acheter une maison au Raincy et d'y réunir toute la famille. Qui dit toute la famille dit à la fois mes grands-parents, moi, mais également ma mère et le fils. Enfin, j'ai un frère, hein, j'avais un frère, il est décédé. Donc, son fils et mon père.
Et évidemment, elle a eu la riche idée de nous présenter, parce que je ne les connaissais pas du tout, ses parents. Alors, je ne dirais pas vraiment de mal de ma grand-mère maternelle. C'était une femme soumise, comme il y en a tant à l'époque, tu vois, qui avait fait un mariage de raison. Elle ne voulait pas épouser cet homme-là. Elle l'avait épousé par la force. Et cet homme-là, que j'ai donc connu, moi, en 57-58, cet homme-là l'avait abandonné à la fin de la guerre pour partir vivre avec une autre femme qui avait une petite fille de mon âge, une fille de mon âge. Et cet enfant-là, figure-toi qu'il l'avait violée. Ce que j'ignorais, moi, et ça fait pas si longtemps que je le sais en fait, hein, c'est que la famille était au courant de ce viol, de cette pédocriminalité, parce que là, il n'y avait pas de lien de sang. Hein. Mais n'empêche, il le savait. Comment a-t-on pu accepter que cet homme rentre dans notre bergerie alors qu'il en était un loup prédateur? Malheureusement, ben, c'est ce qui s'est fait. Et moi, je m'ennuyais beaucoup dans cette maison parce que, bon, je ne connaissais qu'à peine ma mère. Je ne connaissais pas mon frère, hein, j'avais dû le voir 3 fois. Et je connaissais, enfin, j'aimais mon père. La différence, c'est que j'aimais mon père. Mon père ne m'a jamais fait de mal. Hein, sciemment, en tout cas, il m'en a jamais fait. Il me protégeait peut-être pas, mais il ne pouvait pas savoir ce qui pouvait m'arriver de toute façon, donc il ne pouvait pas me protéger. Donc, je suis dans cette famille, je suis esselée, je suis à l'abandon. Et puis, il y a des fameux grands-parents qui habitent la maison du gardien, parce que c'est une grosse propriété quand la famille travaille. Et moi, je suis là, je suis en errance. Et à ce moment-là, le fameux grand-père, hein, que je vais appeler le monstre, parce que je ne peux pas lui donner un autre nom, ce monstre-là me prend par la main et me dit, bah, écoute, tu connais le parc, il est très grand, tu y es déjà allé? Ben non, je n'y étais jamais allé. Il faisait très beau. Et il me dit, oh bien, écoute, dans ce cas-là, on va aller le visiter ensemble. Malheureusement, ce n'est pas tellement le parc qu'il a visité, tu vois. On est allé dans un endroit où on ne pouvait pas nous voir de la maison, ni de la rue, ni de quoi que ce soit. Et là, bon, il a commencé à me déshabiller. C'était le début d'un très long calvaire. Pourquoi ça a marché? On m'a beaucoup interrogée à ce sujet-là, si bien que je me fais mes demandes toute seule. Ben, ça a marché tout simplement parce qu'il m'a menacée. Pas moi. Moi, au contraire, s'il m'avait dit si tu veux pas accepter ce que je te fais, je te tue, j'aurais dit oh, mais merci beaucoup. Parce qu'en fait, je connais pas un être humain qui a envie de subir ça. Et encore moins une petite fille. Mais il m'a dit si jamais tu n'acceptes pas ce que je veux faire, eh bien, je vais tout simplement tuer ta grand-mère, donc ta maman, puisque tu l'appelles comme ça, et ton péli. Donc, tu vois, les seuls êtres que j'aimais plus que tout au monde, ils me menacent de les tuer. À partir de ce moment-là, bah, je vais te dire, la messe est dite, hein, puisque c'est une famille catholique, hein, prononçons le mot messe, la messe est dite. Je ne peux plus rien faire, je suis obligée de le subir, tout comme je suis obligée de subir la prostitution infantile qui va m'imposer quelques mois après. Et là, si tu veux, ce sont tous ses amis notables. Le grand-père en question, le monstre, était lui-même adjoint au maire d'une grande ville provinciale. Tous ses amis étaient des notaires, étaient des avocats, des bâtonniers, etc. Donc, tu vois, là, tu comprends certainement tout de suite qu'il y a une histoire d'argent. L'argent, c'est beaucoup. Il m'emmène dans un hôtel borgne, proche, j'exagère un peu, mais pas très très loin, hein, mettons à une quinzaine de kilomètres, pas plus, de là où je vis. Et dans cet hôtel, moi je qualifie de borgne, ce qui me choque tout le temps, c'est qu'à la réception, on nous accueille avec des serviettes. Moi, je n'avais jamais vu ça. Moi, je fréquentais avec des très bons hôtels. Non, je ne comprends pas pourquoi les serviettes. Et le grand-père donne toujours une enveloppe d'argent. Je n'ai jamais vu ça dans un hôtel de bonne réputation. Et après, on monte dans une chambre minable avec une seule chose qui est encore marquée au grave rouge. Vraiment, c'est marqué en rouge dans ma tête, au fer rouge. Il y a une douche. Et tu vois, Pascal, je vois le lit, le grand lit de la chambre et la douche. Pourquoi la douche? Parce qu'une fois que comment leur donner un nom, ces autres monstres ont abusé de moi, eh bien, on m'interdit d'aller me doucher parce qu'on m'impose de retourner souillé et suant de ce qu'ils ont mis sur moi dans ma maison familiale. Donc,
Ça, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Et évidemment, dès que j'arrive, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de ne rencontrer personne, de monter, m'enfermer dans notre salle de bain et de prendre un bain pendant des heures, quoi. Ah ouais. Je suis obsédée par la propreté. Je suis Mm. toujours un peu obsédée par la propreté, tu vois. Si j'ai pas mes 2 douches par jour, pour moi, ça va pas. Mais ça vient de l'enfance. On a des séquelles, hein. Pas croire Ouais, qu'on n'a pas de séquelles. bien sûr. Mais tu avais quel âge en fait, Katia, à ce moment-là? Entre 9 et presque 12 ans. Et tu n'as pu en parler à personne en fait de cette situation. Alors, si, en fait, l'été, on allait passer les vacances chez mon oncle et ma tante qui avaient eux-mêmes 2 enfants et ma cousine germaine, hein, parce que c'était ma cousine germaine, n'a que 10 mois d'écart. Donc, en fait, moi, j'aurais pu être très heureuse. J'ai une compagne de jeu, voilà, j'aurais pu être très heureuse. Mais le problème, c'est que le grand-père et la grand-mère venaient. Et il attendait. Alors, il ne faisait pas chambre commune de surcroît, alors que moi, je partageais la chambre de ma cousine. Ils attendaient que tout le monde soit, enfin, il attendait que tout le monde soit endormi pour venir me chercher dans ma chambre. Tu vois, c'était bon. Puis la journée, il inventait des mensonges. Il disait qu'il allait avec moi chercher des lapins, des trucs comme ça. En Hmm. fait, il m'emmenait dans une chambre qu'ils avaient louée dans un petit village à côté pour être la proie de ses amis qui venaient passer quelques jours de vacances là. Donc, en fait, tu vois, ça a toujours été ça. Et un jour, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Et j'adore ma tante, hein. Ma tante était une femme remarquable. Euh, et je suis seule avec elle. Et je lui dis que j'ai quelque chose à lui révéler, mais je ne dis pas que c'est moi. Je lui dis que c'est une de mes camarades à qui ça arrive, que son pépé lui fait des choses sales, etc. Hmm. Et elle m'interrompt. Elle m'interrompt en me disant, mais tu te rends compte, mais c'est une petite, enfin, en gros, si tu veux, c'est une petite salope, cette fille-là. C'est elle qui le cherche, le grand-père, c'est certainement pas lui. Donc, tu ne me reparleras jamais plus de ça et je t'interdis de penser à des choses comme ça, c'est sale, etc. Hmm. Que, à partir de ce moment-là, ben, je me tais. C'est Je ça. me tais. Tu as compris que tu ne serais pas entendu. Non, non, Hmm. elle pouvait pas. Aujourd'hui, je lui ai pardonné, tu sais, parce que cette femme aujourd'hui est décédée depuis quand même, on va dire, 6 ans, 7 ans. Et je me rends compte que c'était une époque où l'on ne parlait pas de ces choses-là. Autant je n'arrête pas de dire aujourd'hui, arrêtez de me parler de tabou, il n'y a plus de tabou avec toutes ces histoires qui ont éclaté. Autant à l'époque, c'était tabou, Oui, tu vois. Donc il ma a tante, fallu, euh, il a fallu oui, un sacré chemin, un sacré temps pour que la parole c'est effectivement se libère. Mais en fait, Katia, toi, en fait, c'est une explication, hein, mais j'aimerais un peu t'entendre là-dessus. Comment tu expliques quelque part qu'un être humain qui est ici ton grand-père maternel ait pu être à ce point monstrueux à ton égard? Alors, tu m'aurais demandé ça il y a un an, je t'aurais dit parce qu'il était malade. Aujourd'hui, un an après, et avoir participé à de nombreux colloques, interviewé de nombreux psychiatres, etc., ils ne qualifient pas ça de maladie. Eux, ils qualifient ça de déviance, de perversité ou perversion, hein, comme on veut, on emploie le mot que l'on veut, d'attrait pour les jeunes enfants parce que leur sexualité ne fonctionne pas avec une femme adulte, tu vois. Ce n'est pas pour eux, ils ne le qualifient pas de maladie et c'est dangereux de dire que c'est une maladie parce que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être condamnés. Hmm, Tu vois, si hmm, on dit qu'ils sont malades, on ne condamne pas un malade. On ne bien le met pas sûr. en prison. Déjà qu'ils n'y vont pratiquement pas, alors t'imagines si en plus on leur met la qualification malade. Donc Oui. on dit non, on dit c'est une déviance de la sexualité, ce qui fait qu'il y a des obligations de soins, tu vois, lorsque l'on touche des enfants. Mais je discutais avant-hier avec une psychiatre extraordinaire qui suit des gens qui sont passés à l'acte et qui me disait sincèrement, elle est écœurée à chaque fois qu'elle doit assister ces gens-là, que eux n'ont aucune honte et qu'ils n'en éprouvent pas. Hmm. Ils sont mal à l'aise uniquement par rapport à la société et au rejet de la société. Tu vois le chemin que l'on a parcouru entre mes 9-12 ans et aujourd'hui. C'est Oui, pas le même. oui, oui. C'est pas le même.
Et moi, quand j'ai pu parler, pourquoi j'ai réussi à parler à maman? Bah, tout simplement, hélas, parce que mon Péli est décédé et qu'elle a repartagé la même chambre que moi. Donc moi, je ne pouvais plus dormir la nuit. Je prenais des somnifères, tu vois, j'étais tombée dans le Fénergan. Parce qu'il faut savoir que le Fénergan, on en donnait beaucoup aux enfants. Et j'avais constaté que quand j'avalais du Fénergan, j'arrivais à dormir la nuit. Donc je me droguais déjà, Hmm. parce que je suis au somnifère. Donc, si tu veux, là, ce soir-là, pourquoi le Fénergan n'a pas aussi bien marché, ben, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à 5 heures du matin, je ne dormais toujours pas, que je me suis levée. C'est une impulsion que j'ai secoué ma maman, que je l'ai réveillée et que je lui ai tout dit d'un seul coup, sauf une chose, la prostitution infantile. Ça, je ne pouvais pas. Je ne Hmm. pouvais pas et il aura fallu que j'écrive mon livre pour que je le livre même à mon mari. Mon mari ne savait pas que j'avais été prostituée. Tu vois, c'est la seule chose qui, pour moi, était, alors là, je vais employer le mot tabou. Hmm. Le fait de lui en parler. Parce que c'était pas pareil pour moi. Ça n'avait pas ce côté sale, ce côté, je sais pas comment t'expliquer. Ça s'explique pas. J'ai jamais Mais, eu l'explication pour ça. mais ta mère a toujours été dans le déni par rapport à ce qui s'est passé à ton égard. Alors, ma mère, en fait, si tu veux, ma génitrice, hein, lorsque j'ai parlé, maman a attendu le réveil de papa. Hein. On était, tu vois, dans le petit matin. Lorsque mon père s'est réveillé, elle l'a pris et elle lui a raconté tout. À partir de ce moment-là, sans même attendre le réveil de ma mère, mon père m'a pris, m'a emmené chez le médecin. Là, j'ouvre une parenthèse parce que ça touche les médecins. Ce médecin était mon médecin de famille. Hein. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un médecin qui me suivait depuis mes 9 ans, l'âge où je suis arrivée au Raincy. J'avais le corps truffé de bleus, de cicatrices, d'échymoses. Il voyait bien que j'étais une enfant qui tombait dans l'anorexie ou la boulimie. N'importe quel médecin aurait pu le voir. Jamais, tu m'entends, jamais, il s'est posé ou a même posé la question à mes parents, est-ce que votre enfant ne serait pas battu? Elle est couverte de plaies dans tous les sens. Non. Il venait pour une bronchite, il soignait la bronchite. Il venait pour une maladie infantile, il soignait la maladie infantile. J'avais souvent des otites, il soignait l'otite, tu vois. Mais jamais, jamais, il n'a dit, est-ce que cet enfant-là ne subirait pas autre chose? Ce qui fait qu'il ne se passait rien. Pareil à l'école. À l'école, où moi qui étais très brillante lorsque je suis arrivée de Saint-Ouen, je suis totalement tombée en déscolarisation pour une raison simple, je ne dormais pas, je souffrais. Qu'est-ce qui Hmm. se passait? Je m'endormais sur mon pupitre, tu vois, ou je m'évanouissais dans la cour. J'ai toujours eu une faible tension, mais comme je mangeais plus, comme j'étais sous stress permanent, je m'évanouissais. Donc, qu'est-ce qui se passait? On m'emmenait chez l'infirmière. L'infirmière voyait pourtant que j'avais des bleus, des coups partout. Crois-tu qu'elle disait quelque chose? Rien n'a jamais été signalé, Pascal. Rien. C'est pour ça que moi, j'attire l'attention des médecins. Attention, attention, attention. C'est vrai, je dis au personnel scolaire, un enfant, une petite fille qui va très bien puis qui d'un seul coup tombe comme ça, c'est pas normal. Non. Posez-vous des... On ne Non. peut pas tomber d'une moyenne de pratiquement 10 sur 10 dans toutes les matières à zéro. Tu vois, c'est pas possible. Tu veux dire en fait que les gens ne voulaient pas voir. Absolument. Tabou, oui, mais déni, encore plus. Moi, Hmm. j'insiste sur le mot déni. Déni, parce que tu comprends, c'était dérangeant. J'étais d'une famille riche, pas d'une famille pauvre. Donc, on allait devoir convoquer mon père, qui était chef d'entreprise, et lui expliquer que sa fille chérie, alors dans une maison pleine d'argent et compagnie, est violée. Mais c'est carrément pas envisageable à cette époque-là. Hmm. Tu sais, je me rapproche de la famille Grande dans l'esprit. C'est ce genre de famille où on ne parle pas. On ne parle pas parce qu'on va nuire, tu vois, sur le plan bourgeois, sur le plan... Ah ben, on ne parle pas. C'est Donc, ça. il vaut mieux... C'est la réputation qui est au-dessus en fait du bien-être de l'enfant. Absolument, absolument. Il n'existe pas de parole de l'enfant dans mon cas. Hmm. Dans mon cas, non. Il aura fallu attendre des années d'ailleurs pour que je puisse libérer cette parole-là. Même si, je dis souvent, j'arrivais quand même à en parler un peu, hein, mais pas de tout, hein, tu vois, mais de certaines choses.
à, à mes meilleurs amis, il y en avait que deux, ça n'est pas bien loin, leur dire que j'avais une vie difficile, que bon, j'avais un grand-père qui se comportait bizarrement. Je disais des choses comme ça, mais j'arrivais pas à tout livrer. Puis, de toute façon, elles n'auraient rien compris. On Non, n'était c'est pas sûr. à une époque où on comprenait. C'est Non, ça. non, ça, j'ai commencé à comprendre bien plus loin, bien plus loin. Et à quel âge, en fait, Katia, tu comprends vraiment que ce qui t'est arrivé n'est absolument pas normal et qu'en plus de ça, quelque part, tu parviens à mettre des mots et à libérer cette parole pour justement faire quelque part ce travail de reconstruction. Ben, en fait, je crois que j'ai toujours su que c'était pas normal, hein, tu vois. Parce que moi, le dégoût que ça m'inspirait faisait que je comprenais. Je te dis, j'étais très équilibrée, hein, Hmm. 8 ans et 9 ans de bonheur avant. Donc, moi, j'étais équilibrée. Donc, je comprends que c'est pas normal. Et puis, attends, moi, j'avais été élevée par Péli, mon autre grand-père. Et crois-moi que je savais ce que c'était que l'amour tendre et l'amour sale. Hmm. Donc, je savais, mais je n'interprétais pas tout. Après, quand est-ce que j'ai vraiment réussi à comprendre? C'est lorsque j'ai dû récupérer mes études par moi-même. Parce que, si tu veux, tout avait été fait et ma mère a fait en somme que je ne puisse pas faire d'études. Quand je rate ma sixième, elle est toute heureuse de m'envoyer dans ce qu'on appelait autrefois les classes de fin d'études. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une classe de fin d'études en France, mais ça voulait déduire que je me retrouvais avec des enfants analphabètes pratiquement, où on apprenait simplement dans cette classe-là la cuisine, l'art de dorloter son mari, les enfants, mais rien de plus. Hmm. Donc moi, je débarque dans cette classe et moi, j'ai envie d'apprendre. L'institutrice que j'ai, qui est une femme qui doit certainement plus être de ce monde aujourd'hui, mais que je remercie encore de tout mon cœur, comprend que j'ai rien à y faire. Elle comprend tellement bien qu'elle me prend à part à la récréation, la première récréation, en me disant, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi, tu entends à peine un mot d'une question que je pose, tu as déjà répondu, c'est pas normal. Et là, je fonds en larmes et je lui explique ce qui m'arrive, pas tout, hein, mais une petite partie, comme quoi ma mère veut pas que je fasse d'études parce que j'ai eu quelque chose de mauvais avec son père, etc. Toi, je lui fais comprendre. Elle comprend. Elle me posera pas de questions qui vont me mettre mal à l'aise. Elle va juste me demander si je suis d'accord pour travailler avec elle, pour récupérer le lycée. Tu vois, Hmm. elle avait tout compris. Parce que Oui. cette famille, je devais y passer 3 ans, tu vois, à rien faire. Non, mais c'était assez monstrueux hein, quand même. Or, elle me prépare. Elle me prépare et 2 ans après, je réintègre la quatrième avec l'autorisation de mon père. Donc, je Ouais. reprends mes études. Mais tu sais, ça n'a pas été facile, hein, parce que quand on te casse une scolarité, que tu dois te retrouver avec des élèves qui ont une scolarité normale, qui se moquent de toi, parce que moi, j'étais devenue boulimique, donc énorme. Donc, j'étais la petite grosse de service que l'on maltraite, tu vois, qui est incapable de monter à la corde parce qu'elle ne peut pas traîner son poids. Enfin, tu vois, là, je tombe dans le harcèlement scolaire, évidemment. Hmm. Il y a une logique. Je me rappelle encore de cette femme qui enseignait la gymnastique, qui me disait, ah, toi, la grosse loloche, bouge-toi les fesses, bouge-toi les miches. Quand tu entends ça et que tu es une adolescente, une jeune adolescente, tu as mal. Hmm. Tu as mal, tu souffres. Donc ça, tu vois, j'ai dû encaisser toutes ces périodes-là. À tel point que quand je passe mon bac, encore une fois en auditrice libre, parce que ma mère avait réussi à me faire mettre dans une boîte de secrétariat. Il faut le faire quand même. Hein. Tu as une gamine qui est acceptée à passer en première, on te colle dans une boîte de secrétariat. Qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte de secrétariat? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, elle voulait surtout pas que je réussisse ma vie. Donc, là encore, je Hmm. passe mon bac en auditrice libre. Je réussis. Toujours avec l'aide d'ailleurs de cette institutrice hein, qui m'a suivie, mais d'une manière incroyable. J'ai mon bac et je me dis, ça c'est formidable, parce que maintenant je rentre en fac. Je rentre en fac et en même temps, je me pose une question. Si je continue cette fameuse boîte là, secrétaire, je vais quand même passer un BTS. Qui dit BTS à l'époque disait qu'on rentrait directement en deuxième année de droit. Je me dis dans un sens, ben, j'ai peut-être intérêt à aller jusqu'au bout, avoir ce fameux BTS, parce que je découvre qu'avec un BTS, je peux enseigner. Donc, si je peux enseigner, je peux continuer mes études, je ne devrai plus d'argent à personne et je deviens autonome, Hmm. tu vois. Mais Ouais. ça, c'est un cheminement de folie furieuse que j'ai fait. Oui, oui.
Mais qu'est-ce qui fait finalement, Katia, qu'à un moment donné, justement, on parvient à sortir de ce cercle vicieux, de ces angoisses, de l'anorexie, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, on est chaque fois ramené vers le fond. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on parvient néanmoins à rebondir? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que lorsque je suis en fac, je vais plus ou moins bien. Tu vois, un coup ça va, un coup ça va pas. Si on me maltraite trop, je pense surtout au niveau familial, hein, parce que ma mère est ignoble avec moi, je fais une tentative de suicide, tu vois, très facilement. Ce sont des choses qui habitent la vie Mhm. d'une personne. Et puis, quand je fais mes études de droit, je me dis que ça serait bien aussi, puisque j'ai quand même un peu de temps, de commencer des études de psychologie, parce que je veux comprendre. Tu vois, c'est là où il y a une démarche dans ma tête de me dire, je ne peux pas rester en souffrance comme ça, il faut que je comprenne pour arriver à me soigner. Et à ce moment-là, moi, j'espère encore pouvoir me soigner rapidement, sortir de là, tu vois, arrêter les somnifères, parce que je suis évidemment dans les somnifères, Mhm. arrêter les dépressions, arrêter les tentatives de suicide. J'espère que ça va marcher. Bon, je commence les études de psychologie et puis je me rends compte que leur manière d'enseigner ne m'intéresse pas. Tu vois, contempler une araignée sur le plafond ou regarder ses chaussettes pour s'écouter penser, c'est pas pour moi. Donc, comme je suis têtue quand même, je suis allée jusqu'au bout de ces études-là, tout comme je vais jusqu'au bout de mes études de droit. Mais c'est pareil, mes études de droit, tu vois, quand je me retrouve à passer l'examen du barreau, Pascal, que tu connais, cet Ouais. examen-là, Mhm. ben, moi, il se passe quoi dans ma tête? Ben, il se passe qu'on m'a fait faire un stage avant. Et que ce stage, j'ai découvert qu'on me faisait défendre et étudier les dossiers d'innocents. Je ne peux pas, moi, défendre un innocent, je peux, mais jamais un coupable. Une petite fille maltraitée qui vit aussi mal, elle ne peut pas aller défendre un coupable. Et manque de chance pour moi, on me donne à étudier le dossier d'un pédocriminel. Donc, adieu le droit. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je deviens quoi dans cette histoire? Le droit, je ne peux pas parce que je ne veux pas ça. Je ne veux pas la psychologie parce que moi, là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de m'écouter penser, hein, j'ai autre chose à faire. Euh, et puis d'un seul coup, bah, je découvre ma vraie vocation, le journalisme, parce que le Mhm. journalisme, c'est la liberté. Donc je vais Oui, pouvoir et c'est la prise de parole pour quelqu'un qui peut-être a été extrêmement rester silencieux longtemps, qui a dû se taire. C'est un renversement complet. total, total. Ouais. Au lendemain, je découvre la télévision, la radio, la presse écrite, les stages, le dynamisme. Et puis, je découvre aussi mon image. C'est que là, dans le journalisme, tu n'as pas le droit d'être obèse, hein. Ça ne va pas le faire du tout. Surtout à mon époque où il y avait peu de femmes. Il faut dire la vérité, notre physique était important. Ouais, bien Donc, sûr. d'un seul coup, si tu veux, j'inverse la vapeur et je me dis, terminer la boulimie, terminer ces bêtises-là. Maintenant, je vais prendre soin de ce corps que j'aime pas, parce que je continue à pas l'aimer. Mais je vais prendre soin quand même de l'apparence. On est Ouais. dans l'apparence. Et là, j'ai 24 ans et je découvre tout à fait par hasard un psychiatre qui va me sauver la vie. Mhm. Le psychiatre est un homme fantastique. Quand je te dis un homme, mais un homme fantastique, qui comprend au premier regard qu'il n'a pas affaire à un cas tout à fait normal, quoi. Et au lieu de me recevoir sur un divan, dans un bureau fermé, etc., la première séance, on l'a fait dans un petit salon où on nous apporte des boissons, si tu veux, et où on parle comme si j'avais affaire comme si j'avais affaire à un père, tu vois, Mhm. parce qu'il a l'âge d'être mon père. Et dans la conversation, tout doucement, il détricote, et je ne m'en rends même pas compte, il détricote le mal que je subis encore. Et là, bah oui, là, je prends peur parce que je me rends compte que ça fait 3 heures que je parle avec lui. Et je me dis, oh mon Dieu, mais je ne vais pas pouvoir le payer. Parce que bien sûr, je travaille comme prof, mais je suis maître auxiliaire, tu vois. Ça ne gagne pas énormément. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes études. J'ai peur. Et là, il me dit, mais non, vous paierez le prix de la consultation normale remboursée par la sécurité sociale. Le reste, c'est moi qui le fais parce que j'ai envie de vous sortir de là. Et là commence un long parcours avec lui qui ne sera interrompu malheureusement que parce qu'il fait un AVC et que là, ben, il ne peut plus s'occuper de moi. Mais il m'a sauvé Mhm. la vie. Oui, Il c'est m'a fait ça. découvrir qui était Muriel et qui était Katia.
C'est ce qu'on appelle les belles rencontres sur son chemin chaotique. Et Ah, heureusement qu'elles existent, quoi. C'est ce qui te ah oui, permet de totalement. tirer la tête hors de l'eau, quoi. Totalement, tu vois, il me sauve la vie. Et puis, tu vois, il me fait comprendre, Muriel, c'est pas toi. Muriel, allez, tu jettes Muriel. C'était un prénom au Ouais, hasard du pays, tu vois. Toi, tu es Katia. Tu es celle que t'es, ceux qui t'ont élevé tout le temps, t'ont nommé. Moi, ouais. jamais on m'a appelé Muriel. Ils m'ont toujours nommé Katia. C'est ce que tu appelles en fait ta première victoire sur le monstre. Absolument. Mm, Là, je tue le monstre. Première blessure mortelle. mm. Parce que je ne suis plus sous emploi. Euh, en fait, je suis sous emprise de moi-même. À moi de me débrouiller avec mes capacités intellectuelles et ma vie. Mm. Alors, ça serait génial si je pouvais te dire que ça y est, c'est bon, il ne m'arrive plus rien. Ben, si, il va m'arriver encore. Parce que je t'ai dit, l'apparence, ça, j'avais compris qu'il fallait qu'elle soit bonne. Mais il y avait une chose que je méprisais, que je continuais à mépriser, c'était mon corps. Moi, je disais que mon corps était devenu un boulevard. Parce qu'un boulevard, tu comprends, quand tout le monde est passé dessus comme ça pendant 3 ans, bon, ton corps, tu t'en fiches. Ne t'appartient Et là, plus. je tombe sur le mauvais compagnon au démarrage. Mm, Et un compagnon qui, dès qu'il buvait la moitié d'une canette de bière, devenait fou furieux. Tu vois, mm, il était. mm, Donc, il s'est mis à me frapper. Un jour, il m'a violée. De ce viol, eh bien, j'ai dû, si tu veux, euh, j'ai dû avoir affaire à l'IVG. C'était en 75. La loi Veil venait de passer. Donc, je m'étais dit, pas de problème, ça va être facile. Ah ben non, ça c'est pas facile du tout facilement. De toute façon, avec moi, rien ne se passe facilement. Étant donné que les médecins m'ont tous sorti la théorie de la morale. On n'avorte pas une jeune femme violée parce que moralement, c'est pas bien. Dieu, il veut pas. Tu vois pourquoi j'aime tellement Dieu, moi, quelque part, là aussi. ouais, bah Euh, oui. hmm. Mm, Alors, je suis d'une famille catholique pratiquante et c'est des monstres, ces gens-là, et Dieu existe. Ben non, pas pour moi. Donc, il n'existe pas, Dieu. Et donc, là, je me retrouve à aller à la clinique de Lagny. Euh, c'est une, comment dirais-je, c'est une femme qui va m'avorter, mais elle va faire d'une manière impitoyable. Selon son raisonnement à elle, c'était pour pas que je recommence. À me faire violer, ben, tu sais, bon. Elle le fait à vif et elle a la cruauté de me dire à la fin que j'avais mis au monde un petit garçon. Ce qui fait que, du coup, je me sens meurtrière de mon fils, puisqu'on m'a dit que c'était un fils, que je l'appelle Alexandre, je lui donne donc un nom, et qu'au jour d'aujourd'hui, je vis toujours avec Alexandre. mm, Lorsqu'on me demande combien j'ai eu d'enfants,